Et bonsoir à tous et buonasera, il me semble, comme on dit en italien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format du Taureau. On se retrouve aujourd'hui avec Maïez et qui est FR Gallo-Rossi, représentant de la Serie A par l'AS Roma, et notre nouvel intervenant que nous sommes très pressés de vous présenter, représentant lui de l'AC Milan, donc gros club en Italie, tout de même, grande légende de ce championnat. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Firas, pour ceux qui le connaissent déjà sur les réseaux. Comment allez-vous déjà, messieurs, pour commencer? Écoute, ça va super, hein, comme d'habitude. Et toi, Firas? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir dans l'équipe et puis j'ai très hâte de faire cette émission. Et bienvenue à toi dans cette aventure. Et bien justement, premier sujet, et non pas un sujet des moindres, un sujet assez clivant qui aurait fait assez de bruit quand même sur Internet et notamment dans les communautés de clubs de Serie A. La question du jour, messieurs, c'est qui est le meilleur milieu de la Serie A, en sachant qu'on s'est permis de choisir une petite liste de milieux de terrain que je vais me permettre de citer un à un, comme ça vous verrez un peu qui sont les containers pour ce prix très majestueux. Et parmi eux se trouvent notamment quelques joueurs que vous connaissez, comme Manu Koné de la l'AS Roma, mais également Adrien Rabiot de l'AC Milan, Nicolo Barella de l'Inter Milan, Lobotka, Zambo Anguissa et McTominay du Napoli. Il y a peut-être d'autres milieux napolitains, peut-être qui s'y seraient greffés. Mais nous avons également Kefren Turam de la Juventus, mais aussi Nico Pass de Como et Ferguson, une des révélations de ce championnat qui joue à Bologne. Messieurs, je vais commencer par Firas, qui vient de commencer dans l'émission. Je te laisse présenter celui que tu pourrais peut-être estimer comme l'un des meilleurs milieux de cette liste assez prestigieuse. Je pense que le nom qui ressortirait là, comme ça, déjà sur la forme du moment et même, on va dire, aussi sur la saison précédente, ce serait McTominay pour moi qui, depuis qu'il est arrivé d'Angleterre, dans le système de Conte au Napoli, c'est un joueur nouveau. Conte a su sublimer. La saison dernière, il est nommé MVP de la Serie A, donc meilleur joueur du championnat. Et puis cette saison, je pense qu'il est sur la même lancée. Clairement, il a step up. Il a step up. C'est c'est pas le joueur qu'on a connu à United. Pour ceux peut-être qui suivent moins la Serie A, il faut savoir que McTominay, c'est un joueur nouveau, totalement transformé. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Maïs, mais Mais, Justement, j'allais lancer Maïs sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, de McTominay depuis qu'il est arrivé en Italie? Parce que en Angleterre, il posait quand même un peu débat au sein de Manchester United, mais est-ce que Manchester United n'était peut-être pas le problème dans l'équation avec McTominay? moi, pour être honnête, McTominay, je suis assez d'accord avec Firas. Pour moi, c'est le milieu le plus impressionnant. Rien qu'encore hier, quand on a vu qu'on a joué contre le Napoli, il a été impérial. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, mais il a une qualité, qu'elle soit technique. Il a une intensité physique, elle est exceptionnelle. La capacité à répéter les efforts pendant 90 minutes, elle est exceptionnelle. Et je pense qu'il tient ça aussi de la première ligue. Parce que je pense que c'est un joueur justement qui est habitué à ce type de course à répétition à chaque fois pendant 90 minutes dans un championnat à intensité contre des adversaires de qualité. Bon, malheureusement, hier, l'adversité, faut être honnête, l'adversité de notre côté, à part Manu Koné, il n'y avait personne. Donc, c'était un petit peu plus facile pour lui. Mais même sans, en fait, c'est un milieu qui est vraiment. Je pense que moi, personnellement, c'est hors de la Roma. C'est l'un des joueurs que j'apprécie le plus parce qu'il a cette capacité à être sur le terrain. Quand tu vois qu'il est sur le terrain, c'est un joueur de l'ombre, mais tu vois qu'il est sur le terrain. Et même avec l'Écosse aussi, là, c'est plus côté international. Même avec l'Écosse, il porte l'Écosse à lui tout seul, littéralement. Quand on voit le but qu'il marque, Danemark, premier but pour lancer son pays, pour le qualifier à la Coupe du Monde, coup de ciseau, littéralement. Il est à l'origine de quasiment tous les buts. Il a, comme je dis, il y a battage technique, physique, même l'intelligence de jeu aussi sous Conte, elle est exceptionnelle. Mais je pense qu'il tient ça aussi de José Mourinho quand même lors de son passage à United, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Mourinho qui l'a lancé à United. Et je pense que même si son passage là-bas n'est pas si mauvais finalement, c'était juste pas le bon moment finalement, un peu comme Kobe Mainoo à l'heure actuelle. C'est pas des mauvais joueurs, mais juste malheureusement, l'environnement du United est peut-être un peu trop toxique pour ces mecs-là.
Et je pense que la meilleure chose pour eux, peut-être, c'est de partir, et comme l'a fait McTominay, dans un endroit comme Naples, où il pourrait être une star et être le meilleur joueur de son équipe. Mais oui, McTominay, pour moi, il est transformé, il est excellent. Et il faut se dire que le Napoli, c'est vrai, et Antonio Conte ont leur part de responsabilité. Mais il ne faut pas oublier que United aussi, et Mourinho, de l'avoir lancé, chapeau à lui de l'avoir lancé, parce que aller prendre un Écossais du centre de formation de United et l'intégrer dans un milieu où tu avais déjà Pogba, tu avais déjà Matic, tu avais Lingard, mais tu intègres quand même McTominay, franchement, c'est très très fort. Bah, moi, en tant que non-expert de la Serie A, pour le coup, hein, je l'admets, je ne suis pas le plus grand suiveur du championnat. Moi, la première option qui m'aurait paru évidente, en regardant plus la Ligue des Champions que la Serie A finalement, ça aurait peut-être été Nicolo Barella. Et j'allais même vous interroger, malgré sa blessure, vous avez pensé quoi des débuts de Kevin De Bruyne également au Napoli? De Bruyne, honnêtement, quand il arrive, tu sais, t'as la sensation qu'il est un peu cramé. C'est la fin à City, tu sentais que le joueur était sur le déclin. Certains se sont dit: «Peut-être que dans un championnat avec un rythme un peu plus lent», en l'occurrence la Serie A, qui a cette tendance à sublimer un peu les joueurs, d'expérience, comme tu nous le disais tout à l'heure, en off, tonton. Peut-être que ça pouvait marcher, peut-être qu'on pourrait retrouver un très bon De Bruyne, celui qu'on a connu encore il y a quelques années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas grand-chose à en tirer. C'est de ce que j'en ai vu aujourd'hui au Napoli, c'est vraiment un joueur cramé. Il y a il je pense pas qu'il ait encore grand-chose à donner à ce Napoli, et tactiquement, c'était pas le joueur dont le Napoli avait besoin. C'était pas le joueur dont ils avaient besoin, parce qu'ils ont un milieu de terrain qui est déjà assez complet, et l'arrivée de Bruyne, essayer de l'intégrer à cet écosystème, ça a chamboulé pas mal de choses en début de saison. Tu un McTominay qui meilleur joueur du Napoli la saison dernière, se retrouve à jouer ailier gauche dans un milieu très bizarre, avec, aux côtés de Lobotka, Anguissa, De Bruyne. McTominay était plus en difficulté quand il avait De Bruyne, justement à ses côtés. Aujourd'hui, moi j'ai la sensation que les 3 autres, donc encore une fois Anguissa, Lobotka, McTominay, j'ai la sensation qu'ils sont un peu libérés, hem et que ce Napoli, tout simplement, tourne mieux sans De Bruyne. Et toi, du coup, Maïs, j'allais plus te lancer sur Nicolo Barella parce que moi, ça me semblait une solution assez évidente, hein, vu les performances, notamment en sélection et avec la Ligue des Champions. Mais n'étant pas le plus grand expert de Serie A, j'imagine que tu peux m'expliquer pourquoi tu mettrais plus McTominay qu'un Nicolo Barella, par exemple. Bah alors, Nicolo Barella, super milieu, ça, je pense que indéniable là-dessus. Je, Titulaire indiscutable avec l'Italie, ça, c'est indéniable aussi. Mais je pense en fait que même s'il est très haut dans ma liste, vraiment, mais je l'intègre pas parce que il n'a pas aujourd'hui le même impact que pourrait avoir un McTominay. C'est ça, moi, qui me fait un peu grincer des dents parce que Barella, on connaît le potentiel du bonhomme, hein. Barella, le potentiel du bonhomme, sa saison dernière et la saison d'avant, c'était quand même très très fort, Barella. On connaît, on sait comment il est, on sait, il a le vice, il a la qualité. Comme j'ai répété avec McTominay, juste à Barella, tu rajoutes le vice. Tu vois, c'est un Italien. Les Italiens, ils ont ce vice-là à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai l'impression que ils intègrent ça, ils apprennent ça dans les centres de formation en Italie. C'est qu'ils savent comment gérer la pression, comment jouer contre les adversaires. On l'a vu contre l'Italie dans un match un peu plus tendu contre Israël. T'avais Barella, c'était celui qui calmait un petit peu, même en fin de match, quand il y a eu des tensions. Barella, il a essayé de chauffer aussi un petit peu les adversaires. C'est d'un côté, en fait, c'est parce que on est aussi exigeant avec lui parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut le mettre dans les meilleurs milieux, mais pas le meilleur milieu. Parce que son rendement à l'Inter, c'est pas le meilleur joueur de l'Inter. Très clairement. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur de l'Inter. Je vois Lautaro, pour moi, il est meilleur que lui. Marcus Thuram, je le trouve meilleur que Barella. Çalhanoğlu, non. Mais Bastoni, par contre, je le trouve meilleur. Donc, en fait, moi, ce qui me ferait
on va dire, pencher la balance et où je pourrais avoir une discussion, c'est si Barella aura le même impact que McTominay sur le terrain. Parce que Barella n'est pas un mauvais joueur, ça je ne le répéterai jamais assez. C'est un joueur de grande qualité, il est capable de faire des matchs et des matchs et des matchs de très très haute volée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il, depuis le départ de Inzaghi, c'est pas le même Barella. Il n'est pas aussi fort qu'on a pu le connaître dernièrement. Et moi, c'est pour ça que je le mets haut dans le classement, mais pas au même niveau qu'un McTominay. Si, Et toi, si, Firas? si je peux juste ajouter un truc sur Barella, parce que ça, là, on est en décembre, Ouais. bientôt 2026. Ça fait quand même depuis le printemps que j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien. Barella, moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense que c'est mon joueur préféré à l'Inter. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de déclin? Je ne pense pas. Ça reste quand même un joueur qui est dans la force de l'âge, 28 ans. Sur papier, c'est pas loin d'être un des meilleurs joueurs de Serie A, tout passe confondu. Par contre, je parlerai pas de déclin, mais est-ce que la question peut-être d'une réadaptation ne se poserait pas? Oui. Aujourd'hui, je me demande si Barella, qui a jusqu'ici fait passer toute sa carrière au poste de mezzala, donc numéro 8, Est-ce mais qu'il ne devrait tu pas sais, descendre? Ouais. ce numéro 8 un peu très à l'italienne, un peu mezzala, donc demi-aile, euh, très actif dans le dernier tiers du terrain. Est-ce qu'aujourd'hui Barella ne devrait pas occuper le poste que Çalhanoğlu occupe depuis Je suis d'accord. que Je suis depuis d'accord. qu'il est arrivé à l'Inter, donc sous Inzaghi, le poste de regista. Je suis Peut-être d'accord. qu'en rampe de lancement, Barella peut retrouver des couleurs. Juste, je vais rebondir sur ce que Firas a dit. Je suis d'accord avec lui. Pour moi, Chivou devrait inverser. C'est-à-dire qu'il devrait mettre Çalhanoğlu plus haut et Barella plus bas. Parce que quand on voit l'âge des deux, pour moi, Çalhanoğlu, il a plus les coffres, il a plus le coffre, il a plus les jambes pour répéter les efforts pendant 90 minutes. On l'a vu à chaque fois sur les matchs de l'Inter, il sort toujours vers la 60, 65, 70, toujours à la place de Zielinski. Même contre le Barça aussi, ça a été le cas. Donc moi, je me demande même est-ce que Barella ne devrait pas reculer, Çalhanoğlu un peu plus haut, et pourquoi pas intégrer Zielinski, qui est capable un petit peu d'avoir un coffre physique assez solide, et que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié sur son passage au Napoli, et qui me fait dire que tu l'as eu pour 0 €, et si tu peux l'intégrer dans ton milieu, dans ton 3-5-2, sachant qu'en plus devant, tu as Boni et Thuram, ou Lautaro, Boni, Thuram, Boni, bref, c'est un joueur qui sera capable de combiner avec ces mecs-là. Et en plus de Zielinski, tu as Fratesi derrière, au cas où il y en a un qui se blesse ou il y en a un qui est moins bien. Donc je pense que l'Inter, il y a un sacré potentiel dans leur milieu qu'il faut vraiment exploiter et que pour moi, ça devrait partir déjà, comme l'a dit Ferraz très pertinemment, d'un repositionnement de Barella qui va permettre justement à l'Inter de se relancer d'un autre côté, même s'ils sont déjà très en forme. Bah, j'allais poser même une dernière question pour un peu la dernière question de ce sujet assez intéressant. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, il y a un certain joueur qui serait pisté au milieu de terrain, qui joue dans une ville, comment dire, un peu la capitale italienne. Oui, c'est Manu Koné, on va aller droit au Ouais, but. Qu'est-ce que vous pensez c'est- de l'évolution de Manu Koné qui arrive de Borussia Mönchengladbach, réaliser son trucage très difficile à faire celui-là, ça demande des années d'expérience. Bah, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Manu Koné en Serie A et à l'AS Roma particulièrement? Bah, je vais commencer, après je vais essayer de faire se terminer. Bah, moi, honnêtement, Manu Koné, c'est le meilleur joueur. Hier, on l'a bien vu. Là où tout le monde est en train de plonger, c'était le seul qui sauvait un petit peu les meubles. Moi, j'ai aucun mal à le dire que c'est pourquoi hier Gasperini a fait sortir Cristante et pas Manu Koné. Alors que c'est Manu Koné qui devait sortir hier à la place de El Ainaoui. Mais c'est Cristante qui est sorti et il a gardé Manu Koné. Pourquoi? Parce qu'on sait que son importance, elle est capitale. Il a fait sortir Mathias Soulé, il peut sortir et faire sortir Mancini, il peut faire sortir Andika, il peut faire sortir tout le monde sauf deux joueurs, Manu Koné et Svila. C'est les deux joueurs qui sont indiscutables, indéboulonnables dans l'équipe. Et pour moi, Manu Koné, sa progression, elle est fulgurante. Parce qu'il part de Toulouse, où personne ne le connaissait, où
moi, personnellement, je l'avais découvert sur FM, mais je ne savais pas qu'il allait avoir une carrière avec une ascension aussi excellente. Il part de Toulouse où il fait une très belle saison. C'était en 2020 pour être transféré à Gladbach. Et c'est là où je tire mon chapeau à Guy Solfi d'avoir repéré un milieu comme Manu Koné en Bundes, qu'il y a beaucoup de scouts qui connaissaient déjà. Mais aller poser 25 millions sur Manu Koné, prendre ce risque-là de poser 25 millions sur lui alors qu'il sort d'une belle saison en Bundes, mais qu'il n'avait pas encore bien confirmé, pour qu'il vienne chez nous, franchement, je tire mon chapeau et je remercie Guy Solfi d'avoir pris ce risque-là, d'avoir pris Manu Koné parce que quand on voit comment il joue aujourd'hui, sa capacité, comme je l'ai répété avec McTominay, mais on parle des milieux, donc sa capacité à répéter les efforts, sa capacité à se transcender à chaque match, à récupérer les ballons, même si hier, malheureusement, le but, il part de lui. Malheureusement, il faut se dire aussi, des fois, pour moi, son plus gros problème, c'est ses sauts de concentration. C'est qu'en fait, des fois, il y a des moments où il a du mal à être concentré du début à la fin. C'est-à-dire, hier, malheureusement, le but, il part de lui parce qu'il subit la faute, mais la faute, oui, il y a faute, ça, elle est indéniable, mais c'est pas une faute que tu vas siffler ou tu vas nous donner coup franc littéralement à côté de la surface. Littéralement, juste à côté de la ligne pour le penalty. Ça, c'était où il me semble que c'était un milieu du Napoli qui touche le ballon. Il touche le ballon, après il touche Manu Koné. Manu Koné tombe après. Juste derrière, ça enclenche une contre-attaque. Ce qui fait que malheureusement, on perd sur ça. C'est dommage. Mais pour moi, c'est ça son plus gros défaut. C'est que s'il arrive à se perfectionner sur ce point-là, c'est que ça peut vraiment devenir un top, 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 vraiment top milieu, mais vraiment dans les mondiales. Vraiment mondial. Genre, il peut vraiment accrocher ça. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait la force du Napoli d'un côté, c'est d'avoir un joueur comme Manu Koné, aussi bon physiquement, aussi bon techniquement aussi, parce qu'il est, comme j'ai dit, techniquement aussi, il ne faut pas sous-estimer, il est vraiment capable d'avoir un jeu de, palette technique de qualité, et même sa vision de jeu en général, pour un milieu défensif, c'est très impressionnant. Des fois, il te casse des lignes, que ce soit avec ou sans ballon, c'est très impressionnant. Et c'est pas donné à tous les MDC d'avoir ce genre de niveau de jeu et ce genre de palette. Et pour terminer, pour moi, là où il m'impressionne le plus, c'est son coffre physique. Parce que le nombre de matchs qu'il joue, pour moi, il me semble que depuis le début de saison, c'est le seul joueur qui a été quasiment tout le temps titulaire. Allez, peut-être une fois ou deux, il a été sur le banc, mais sinon, il a commencé tous les matchs titulaires. C'est pour dire son importance aujourd'hui. Et je pense que si l'OM et le PSG se sont positionnés sur lui, c'est que c'est pas un milieu qui est nul. C'est que c'est vraiment un top, top joueur. Et honnêtement, moi, je suis très content de l'avoir dans mon club et j'espère qu'il aura un milieu au mercato d'hiver, un milieu capable de l'accompagner et capable d'être à son niveau. Et toi, Firas, qu'est-ce que tu penses de Manu Koné depuis son arrivée en Serie A? Quand je vois sa progression, moi, en tant que Milanista, je m'en tire les cheveux. Parce qu'il faut savoir qu'à l'été 2024, Manu Koné, c'était le plan B à Youssouf Fofana de Geoffrey Moncada à l'époque, directeur sportif. Quand on voit la suite pour les deux, c'est... Ouais. Non, Manu Koné, je pense que tu l'as assez bien résumé, Maïs, c'est un joueur total. C'est un joueur total qui est capable de se rendre utile et très précieux dans toutes les phases du jeu. Il me rappelle quand même pas mal un Barella plus jeune. Je ne sais pas si tu es de cet avis aussi, Maïs, mais tu as la Ouais, sensation qu'il sait tout faire. Il sait tout ouais, faire. c'est ça. C'est magnifique. Exactement. Désolé, je t'ai interrompu, hein, désolé. Non, non, vas-y, vas-y. Pas de Mais souci. en fait, à chaque fois que je vois les matchs de la Roma, il y a des joueurs qui me surprennent. Bon, il y a Villar parce que lui, tu sais pas, des fois, il te sort des parades exceptionnelles. Mais Manu Koné, même si, comme j'ai dit, il y a des erreurs des fois, mais sa façon d'être tout le temps, il y a une action, il est en attaque, là, juste après, quelques secondes après, tu le vois récupérer le ballon, défendre sur l'adversaire. Je me dis, mais comment il a fait pour traverser le terrain en si peu de secondes? Donc, Ouais. c'est impressionnant, vraiment. C'est très impressionnant. Mais je pense aujourd'hui, le gros défaut de Koné, c'est encore des fois, tu as la sensation qu'il a des petits errements, des petites sautes de concentration. Tu en as parlé très justement, Maïs. Euh, et je mets un petit point d'interrogation sur son attitude. Dans le sens où, des fois, je me demande, est-ce qu'il se sentirait pas
avec tout le respect pour la Roma, est-ce que lui, dans sa tête, il ne se sentirait pas peut-être un peu plus grand que cette Roma? Des fois, on a la sensation que, peut-être dans les petits matchs ou même au sein même des matchs, il est juste pas impliqué. Il est pas impliqué ou, hem, il va se transcender dans les grands moments, dans les fins de match, mais je me demande souvent s'il est vraiment à 100 impliqué dans cette Roma, dans ce projet. Est-ce qu'il se voit pas déjà ailleurs? Est-ce qu'il se voit pas peut-être un peu trop beau? Aujourd'hui, il a 24 ans. C'est un joueur qui a des qualités qui sont indéniables. Ça peut devenir un des tout meilleurs milieux de terrain du monde, je pense, mais il va falloir qu'il règle encore ces derniers petits problèmes d'attitude. Je sais pas s'il a l'ambition, en fait, pour devenir, ce top milieu de terrain-là. Eh ben, en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Qui, pour vous, est le meilleur milieu de Serie A? Est-ce que c'est l'un des joueurs que nous avons évoqués? Peut-être un que nous n'avons même pas parlé dans la vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos avis. On est en effrayant et on vous répondra le plus possible. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure pour nous aider à nous développer au maximum. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et à très vite sur le taureau.